bonjour à tous, je suis Delphine de Guélinck, donc responsable de l'animation au sein de SK Alumni, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc en fait, je suis en charge d'organiser des événements pour des clubs nationaux, internationaux, donc ça c'est un petit peu en stand-by en ce moment avec la crise sanitaire, et thématiques. Donc pour rappel, nous avons le club RSE, club des entrepreneurs, club finance, SK au féminin qui redémarre. Ah bien. Voilà, ouais. Donc la liste est longue. Je vous invite à aller voir un petit peu sur le site tout ce qu'il y a. Donc en fait, nous sommes vraiment très très vite adaptés à la crise sanitaire en transformant nos ateliers et nos conférences en webinaires et en proposant d'autres ateliers en visio. Et le chiffre le montre parce que depuis un an, on a eu plus de 70% d'augmentation d'utilisateurs du site. Donc c'est un très très fort sonar pour voilà, notre dynamique réseau. Nous avons organisé à peu près 40 événements depuis le mois de septembre, avec, je vous donne une moyenne, 1700 participants. Donc ça montre vraiment que ce format en digital fonctionne bien. Donc on va le continuer. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site tous les événements qu'on propose parce qu'il y en a presque 2 par semaine, c'est très riche. Donc, vous pouvez en profiter. Il y en a qui sont payants pour les non-cotisants, la plupart sont gratuits pour les cotisants et là, tout est gratuit. Donc, vraiment une offre très diversifiée et riche. Juste un petit mot pour dire que nous avons pas mal d'étudiants qui se sont inscrits aujourd'hui, donc je leur souhaite la bienvenue parce qu'on essaye de tout faire pour intégrer les étudiants au réseau SK Alumni. Donc c'est un bon signe qu'ils commencent à assister à nos webinaires. Voilà, écoutez, je ne vais pas être trop longue, je vais vous passer la main parce que vous avez plein de choses à nous partager. Donc je passe la main à Florent. Merci beaucoup Delphine. Si tu veux mettre peut-être les coordonnées du site web dans le chat du site d'SK Alumni avec l'agenda de tous les événements, ça permettra aux uns et aux autres d'aller se balader. Bienvenue à tous, je suis Florent Demenoux, promo 2000. Je vais introduire le sujet du jour en vous parlant d'abord rapidement du club SK Immobilier. C'est un club qui a vu le jour, c'est un bébé du confinement qui a vu le jour de façon assez inédite entre Karine et moi. C'est un bébé fictif. Voilà, on a eu en fait la même idée au même moment. Nous ne nous connaissions pas et quand on s'est rapproché du réseau Alumni, ils nous ont dit rapprochez-vous, vous êtes deux en ce moment et voilà. Donc on se connaît depuis 6 mois et on a monté ce club Karine et moi. Pour ma part, puis après je vais m'arrêter avec moi. Donc j'ai une entreprise générale de bâtiment et je rénove des appartements en tout corps d'état à Paris. Voilà. Le nom de ta société ? Square Rénovation. Et l'idée de ce club, c'est de mieux se connaître. Alors, c'est un peu une exception aujourd'hui, puisqu'on a un sujet qui est très grand public, donc on a plein de gens qui ne sont pas dans des sphères immobilier ou bâtiment. Donc, bienvenue à tous. L'idée, c'est aussi de se connaître entre professionnels du secteur, parce qu'on a quand même un point commun fort. Et les événements passés en présentiel nous ont montré que voilà, on avait des synergies à créer. Il y a déjà du business qui a commencé à se faire depuis la création en septembre. Voilà, donc, c'est aussi ce qu'on vient chercher dans les réseaux. On a monté le club en octobre. On a eu une belle soirée de lancement dans les locaux de Descopolitan, accueillis par Paul Chevrillon, Alexis Rebiffet, qui sont de la promo 2008 et qui ont des superbes lieux pour nous accueillir. Et on avait fait un premier sujet en octobre sur l'impact des nouveaux modes d'organisation du travail pour l'immobilier de bureau, notamment lié à la crise sanitaire. Sont intervenus Stéphanie Manac de la promo 2001, Cynthia Bernard qui a fondé le site Léo Square et Paul Chevrillon. Voilà, ça c'était la première soirée. Les soirées en présentiel ont vite tourné court. On a eu la chance de pouvoir faire celle-là. On s'est après rabattu sur du distanciel, ce qui marche bien aussi. En novembre, nous avons fait notre deuxième événement sur un sujet qui est le dépoussiérage des métiers de l'immobilier. Où Frédéric Römer, qui a promo 2008, qui a fondé Homeland, un courtier, un syndic de copropriété innovant, nous a présenté sa solution. Marie Calmès, promo 2010,
qui est chez Préto, et moi-même, Square Rénovation. Donc, on a fait un sujet sur vraiment une manière innovante d'approcher les vieux métiers de l'immobilier, parce qu'on n'est pas comme les autres. Voilà. Et nous sommes sur un rythme d'une rencontre tous les 2 mois environ. Donc, on va continuer encore en distanciel pendant un certain temps, hein, tant qu'on pourra. Et dès qu'on pourra revenir en présentiel, on le fera, parce qu'il y a toute la partie réseautage qui est très intéressante, qui est un peu diminuée par la technologie, qu'on aimerait reprendre dès que possible. Voilà. Donc, faire des réunions à Paris, ce qui explique qu'il y a peut-être des personnes aussi qui ne sont pas parisiennes parmi nous. C'est un des avantages de la visio. Je vous donne pour finir la date du prochain événement. C'est une conférence qui aura lieu le 23 mars, qui sera toujours en visio, qui aura pour thème la transformation des métiers d'agents immobiliers, notamment avec le boom des réseaux de mandataires, qui fait qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir une carte T pour exercer. Voilà, donc on a 2 invités particulièrement intéressants qui vont nous exposer ça. On a Christine Cadreau, qui est de ma promo 2000, qui est directrice générale de propriétéprivée.com, un vrai gros réseau de mandataires immobiliers, et Frédéric Bourrelli, promo 86, qui a fondé Mon Chasseur Immobilier, pareil, basé sur un système de fonctionnement par mandataire. Voilà pour le club immobilier. On avait prévu de faire un petit tour de table pour savoir qui était dans l'assistance pour se présenter rapidement. Ça aurait été possible si on avait été peu nombreux. Je vois qu'on est déjà plus de 50 en ligne, donc on va pas le faire comme ça. En revanche, après la réunion qui est censée se finir à 14 h, nous pourrons échanger de façon moins formelle entre nous pour ceux qui voudront rester un petit peu. Donc aujourd'hui, nous sommes donc une cinquantaine, et on avait plus de 100 inscrits, donc il y a peut-être des gens qui vont se greffer au fur et à mesure. On est particulièrement heureux de vous avoir tous et en nombre. Et on a regardé un petit peu la liste, tous secteurs d'activité sont représentés, et surtout nous couvrons 42 années de promotion dans les inscrits. On a des gens de la promo 81 qui sont là, et des gens des futurs promos 2023 aussi. Donc bel événement. Voilà. Je finis juste avec les règles de la réunion, les règles de vie en réunion, pour que ça se passe bien. Mais je pense que tout le monde est maintenant habitué. Donc, on va écouter 2 intervenants qui vont dérouler leur présentation pendant 15 minutes chacun environ. Ensuite, il y aura une quinzaine de minutes de questions. Alors, pour ça, vous avez le chat à droite de l'écran, si vous cliquez sur discussion, qui vous permet de lever la main, en fait, dire j'ai une question, je voudrais m'exprimer, soit de la poser, soit de dire je voudrais m'exprimer. À ce moment-là, quand le tour viendra, on vous donnera la parole pour activer votre micro. En attendant, merci de laisser vos micros coupés. Et ceux qui veulent allumer leur caméra, c'est toujours plus sympa de vous voir. Et également, vous pouvez vous renommer. Voilà, parce qu'on voit des noms de famille, parfois des noms de PC. Si vous voulez vous renommer, il faut cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de votre image et vous renommer et éventuellement activer votre caméra. Oui, il y a beaucoup de prénoms, donc c'est vrai que j'aimerais bien voir les noms de famille, ça serait plus facile en plus. Voilà. On vous demande s'il vous plaît de ne pas enregistrer la réunion parce qu'elle est enregistrée, elle sera disponible en replay sur le YouTube d'Esca Alumni. Voilà, passons au cœur du sujet et on va commencer. Donc le sujet s'intitule « Où investir en région parisienne ?» Et pour ça, nous avons le plaisir d'entendre aujourd'hui 2 intervenantes. Claire de Rotalier, qui est chasseur immobilier dans l'ancien, et ensuite on écoutera Karine Durand, qui est chasseur immobilier dans le neuf. Donc commençons par Claire. Elle a été diplômée en 2004. Elle a complété sa formation par un master en gestion de patrimoine. Elle chasse des biens immobiliers, donc elle aide les acquéreurs. Elle se met du côté des acquéreurs et elle cherche chaussures à leurs pieds. C'est une reconversion faite il y a 2 ans et qui fait suite à 10 années de gestion de patrimoine. En parallèle desquels elle s'est passionnée à titre privé pour des investissements résidentiels. Elle va nous raconter tout ça. Claire, je te propose de commencer. Tu peux partager ta présentation et je t'avertirai quand tu arriveras à la fin. On se donne 15 minutes. Ça te va? Et très bien. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, oui. Super. Alors, en effet, aujourd'hui, nous sommes réunis pour savoir où investir en région parisienne. Alors, avant ça, j'allais dire pour compléter les propos de Florent, mais en fait, tu as déjà tout dit, Esca Promo 2004,
Aurel, donc, qui est une formation en gestion de patrimoine, et Dauphine, toujours en gestion de patrimoine, pour les chefs d'entreprise. C'est ça qui a été mon socle pendant 10 ans. Et en parallèle, j'en ai fait quelques investissements immobiliers à titre privé, résidence principale, locatif, biens atypiques avec énormément de travaux. Alors, à l'époque, je ne te connaissais pas, Florent, mais sinon, j'aurais fait appel à toi. Et également représentation de familles qui n'étaient pas sur place pour des investissements immobiliers. Du coup, ça a été assez naturel, la petite crise de la quarantaine, etc., de me dire, je vais créer ma propre structure. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée en 2019 dans la chasse immobilière, en asseyant du coup mon conseil sur ces 10 ans de gestion de patrimoine, le droit de la famille, le droit patrimonial et également cette passion. Alors, un passage obligé dans cette présentation, c'est évidemment, en rencontrant les clients et les prospects, c'est évidemment de faire le tour du périmètre de leur projet. Donc, un grand classique, surface, type de bien, étage, etc. Mais alors, au-delà de cette liste de critères, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par étage. Est-ce que c'est avant le 3e étage, je veux OK pour des escaliers, mais au-delà, je veux un ascenseur, parce que vous comprenez, avec les poussettes des enfants, bon. Les travaux, est-ce que c'est juste un coup de peinture ou je suis prêt à changer tout le plan et à casser des murs? Voilà, ce n'est pas juste des critères, il faut aller un peu au-delà de la liste un peu rébarbative, et évidemment la question de budget qui est au cœur des préoccupations et du coup du projet. Priorisation, donc là je vais vous présenter les priorités d'hier. Alors c'est sur une source de Century 21 où la priorité hier, c'était le calme, OK, mais aussi la proximité des commerces, plutôt un critère pour les plus de 65 ans quand même, et la proximité du lieu de travail qui était 5e sur 8. Là, je vous parle justement que de ce qui est en localisation, puisque c'est le thème aujourd'hui de où acheter. Les priorités ont un peu changé parce que ça, c'était donc en 2018. En 2021, on est évidemment très sensible au prix. Mais on se rend compte que la qualité du quartier est passée de 6e position à 4e position. On a besoin de se rassurer sur son environnement. La proximité du lieu de travail est passée de 5e position à 7e position. Là, on peut imaginer que c'est le télétravail qui a donné une souplesse sur le choix de sa localisation. Et là, on ne parle pas de localisation, mais quand même de confort de vie. L'esthétique est passée de 8e position à 5e position. Donc, on sent vraiment qu'on a besoin de se sentir bien chez soi. Bien chez soi, c'est important pour sa résidence principale, mais aussi pour le bailleur qui a besoin de trouver des locataires qui se sentent bien chez eux pour les fidéliser. Alors, OK, on a vu les critères, les priorités. Il faut définir l'horizon d'achat. Alors, l'horizon d'achat n'est pas forcément le même quand on fait un investissement locatif ou pour une résidence principale. L'investisseur, lui, il cherchera un bon investissement au bon moment. Il est limite prêt à attendre l'opportunité. Alors que la personne qui cherche sa résidence principale, elle, c'est lié à un besoin. Et du coup, un calendrier de rentrée scolaire, je viens de vendre mon appartement, du coup, il faut bien que je me loge plus vite. Alors, une autre question, mais que je n'aborderai pas aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux vendre avant d'acheter ou acheter avant vendre? Mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, l'achat de la résidence principale est vraiment lié à un besoin. Et du coup, il y a une pression du temps qui n'est pas la même que pour l'investisseur. Alors, voilà, là, je vous ai brosser les grandes lignes, mais ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de savoir où investir à Paris et en région parisienne. Donc là, la théorie, c'est qu'il y a encore quelques quartiers à potentiel. Alors, il faut faire très attention parce que ça se joue à une rue dans certains quartiers. Donc là, je vous ai ciblé le 10e, le 11e, le 13e, 18e, 19e, 20e. C'est vraiment
des quartiers qui ont déjà été très bien brossés par tous les investisseurs, mais il y a encore des flux d'opérations qui peuvent être intéressantes, des petites pépites, des successions, voilà. Il y a encore des petites choses, mais il faut faire très attention vraiment d'une rue à l'autre, parce que c'est bien de trouver des opportunités à acheter à bon prix, mais après, il faut trouver les locataires qui n'ont pas peur de rentrer chez eux. J'ai également indiqué en région parisienne les zones dans lesquelles, enfin les villes dans lesquelles il y a un potentiel de plus-value, parce que investir, c'est faire une bonne opération à l'achat et à la location ensuite et à la revente. Mais la première étape, c'est acheter au bon prix. Et aujourd'hui, il y a vraiment des petites pépites qui peuvent se trouver dans les zones, dans les villes que j'ai listées ici, notamment grâce au Grand Paris. Aubervilliers avec le prolongement de la ligne 12, Villejuif avec le prolongement de la ligne 14, l'ouverture de la ligne 15, Clamart qui va se rapprocher de la Défense. Alors ensuite, ça dépendra aussi pour la Défense, c'est un vrai sujet, puisqu'il y a ce fameux télétravail et l'avenir de l'immobilier de bureau. Mais en tous les cas, la fluidité est réelle grâce à ce Grand Paris et du coup, on a ces villes-là qui peuvent être de réelles opportunités sur un axe de plus-value. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, les clients qui viennent me voir, quand ils sont investisseurs, ils ont certes cette demande d'achat au bon prix, au bon moment, mais aussi et surtout de forts rendements. Alors, il y a deux types d'investisseurs. Il y a l'investisseur expert et l'investisseur plus mesuré. L'investisseur expert, il va vraiment chercher ce rendement. Et aujourd'hui, lui offrir à Paris, compliqué. En petite couronne, c'est déjà un petit peu moins difficile. Mais en fonction de ses exigences, ce sera plus facile vraiment en région de lui apporter ce flux entrant, ce cash flow positif qu'il cherche tant. Et même parfois, on a la demande d'investir dans la totalité d'un immeuble pour éviter tout problème de copropriété, être maître dans ces lieux. L'investisseur plus mesuré, enfin que j'appelle plus mesuré, c'est quelqu'un qui a besoin du sens pratique. Et du coup, lui, il va investir près de chez lui pour pouvoir avoir un œil sur ses locataires, sur la qualité du bien, sur comment le locataire prend soin de son bien. Donc, c'est une approche un peu plus affective quand même. La résidence principale, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lié, l'investissement est lié à un besoin. Et du coup, soit il y a deux options. Soit on choisit de maintenir son cadre de vie actuel, mais on a besoin d'une pièce en plus parce qu'évidemment, il y a l'enfant qui arrive, le grand classique. Et donc, on a besoin de maintenir ce cadre de vie actuel. Et donc, la localisation qu'on va chercher, c'est quasiment celle qu'on a aujourd'hui. On va changer de 3 rues parce que la nounou, les écoles, le périscolaire, on ne veut pas changer l'équilibre des enfants. Mais avec le Covid, on a vu une évolution des demandes. Évidemment, hein, on le voit dans tous les médias, l'extérieur, le jardin, le balcon, la terrasse, une pièce vraiment au calme pour télétravailler. Et là, les personnes sont prêtes à aller un tout petit peu plus loin, quitte à avoir ce critère-là. Et donc, c'est pour ça que la petite couronne est un peu plus plébiscitée et que les prix augmentent alors qu'ils stabilisent à Paris. On a même vu des gens vendre à Paris, s'installer en petite couronne pour un peu moins cher pour leur résidence principale et acheter le solde pour une résidence secondaire. Donc, dispatcher leur budget de cession de biens immobiliers parisiens en résidence principale plus résidence secondaire. Donc là, voilà ce que je vous ai présenté, donc où acheter en résidence locative ou en résidence principale. Et comme vous le voyez, il n'y a pas un lieu où acheter, mais des lieux, parce que c'est vraiment en fonction du projet et du profil du client.
Et c'est à nous, du coup, professionnels, de savoir écouter, conseiller en fonction du marché et surtout à un besoin à un instant T. Donc, voilà ce que je pouvais aujourd'hui vous dire sur où investir à Paris. Donc, voilà mes coordonnées que je vais vous laisser dans le chat. Et je vais également mettre dans le chat un petit document qui me semble assez, je vais dire, amusant. Un article du Parisien où on voit une petite carte de Paris et de sa région où justement on voit les flux des gens qui sautent, entre guillemets, d'un département à l'autre pour aller chercher un peu d'air. Super. Écoute, merci beaucoup. J'avais peut-être une ou deux petites questions parce qu'on a un petit peu de temps. Oui. Alors, tes services, toi, comme je disais, tu es du côté de l'acheteur, de l'acquéreur. Oui. Tes services sont une prestation qui se cumule avec les autres intermédiaires immobiliers ou comment est-ce que ça s'articule? Alors exactement, moi je fonctionne comme je suis soumise à la loi Hoguet comme toute personne agissant dans le cadre d'une transaction immobilière. Je suis rémunérée à l'acte définitif et sur base d'un pourcentage du prix du bien. Donc en gros, en moyenne, on est entre 2 et 3% du montant du prix du bien. Et comme je suis aux côtés de l'acquéreur, mon objectif c'est qu'il trouve sa pépite. Et si je commence à dire à l'agence immobilière qui commercialise le bien, je vais vous piquer la moitié de votre commission, évidemment que je ne défendrai pas les intérêts de mon client. Donc, un peu comme un notaire, enfin non, pas un notaire, mais comme un avocat ou un comptable, je vais facturer des honoraires à la limite de conseil, en fait, de conseil de recherche, et c'est mon temps, ma disponibilité, mon expérience que je vais mettre à disposition des clients dans le cadre de ce service. D'accord. Et avant de passer la parole à Karine, tu peux nous donner, par exemple, tes 3 derniers clients, est-ce qu'ils ont des profils différents, où est-ce que tu leur as trouvé leurs biens, qu'on se rende compte un petit peu de façon concrète des missions qui te sont confiées? Oui, alors j'ai globalement une résidence principale, un locataire qui était mis dehors, entre guillemets, par son propriétaire qui voulait faire complètement la rénovation de l'immeuble et du coup qui s'est dit tiens je vais acheter, et qui s'est dit qui a commencé en disant ok très bien je vais acheter et puis s'est rendu compte qu'il n'avait pas le temps parce qu'il bossait comme un fou pour payer son loyer, pour payer son emprunt, pour payer sa vie. Et du coup, n'ayant pas le temps de visiter, il m'a mandaté et en 3 semaines, je lui ai trouvé un 2 pièces à Gare de l'Est avec travaux et voilà. Donc, pour la petite histoire, il est coiffeur maquilleur et c'est lui qui, du coup, a fait tout ce qu'il fallait pour que je sois le plus présentable possible sur mon site internet. Voilà, donc en plus, on a fait de l'échange de bons et loyaux services. Donc, ça, c'est le premier. Donc, résidence principale dans Paris. Là, j'ai une cliente qui a vendu un petit immeuble à Dijon. Parce que et qui l'a vendu parce que c'était trop loin et qui typiquement, je vous en parlais là, veut racheter 3 appartements près de chez elle pour pouvoir suivre ses locataires. Et le troisième, alors oui, je vous précisais, c'était surtout à l'achat que j'ai parlé puisqu'on parle d'investissement, mais je fais un tout petit peu de recherche locative vraiment à la marge. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a contacté parce que, pareil, projet immobilier, il a un petit immeuble de 2 étages en banlieue parisienne et il a la possibilité de le détruire pour faire 7 étages. Donc, il m'a demandé de reloger les locataires actuels. Et c'est lui qui paye les frais de chasse pour reloger ses locataires actuels pour qu'ils partent le plus tôt possible pour que lui, il passe de 2 à 7 appartements, donc beaucoup plus rentable. Ah, c'est étonnant comme démarche, ça fait la première fois que j'entends parler de ça. Ouais. Super, écoute, merci Claire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura une séance plus ouverte avec des questions-réponses après l'intervention de Karine. Donc, posez vos questions à Claire. On vous donnera avec plaisir la parole. On va passer maintenant à Karine, qui fait un peu le même métier. Tu nous diras les différences, mais dans de l'investissement neuf. Donc, Karine, juste en 2 mots pour te présenter, donc tu as été diplômée en 96, l'année où j'ai commencé l'ESCA. Tu as complété toi aussi ta formation par un master en gestion de patrimoine. Et depuis plus de 20 ans, tu œuvres dans le monde du développement commercial et de l'immobilier. Et tu as monté notamment Invest New Immo, qui est un service de recherche d'immobilier
en région parisienne, mais d'immobilier neuf. Tu vas nous raconter ça beaucoup mieux que moi. Karine, tu peux nous partager ta presse et puis nous t'écoutons avec plaisir. J'y vais. Donc oui, en fait, j'ai fini hier soir la mise en ligne de mon site internet, du nouveau site internet. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour me faire des retours d'informations, ça m'intéresse pour le faire évoluer, pour qu'il vous réponde au mieux à vos attentes. Donc je vais partager ma présentation. Qui est là? Vous la voyez? Oui, parfaitement. Allez-y, diaporama, et on y va. Donc, je vais répondre à la même question. Moi, effectivement, j'ai à peu près tout vendu dans du neuf, mais uniquement en faisant du neuf, donc de la résidence, du locatif, des choses un petit peu plus techniques aussi, du démembrement ou du Malraux. Et effectivement, le fait d'avoir une formation complémentaire en gestion de patrimoine, c'est fort utile, notamment pour les investisseurs. Alors, où est-ce qu'il faut investir? En fait, la réponse, c'est un organigramme décisionnel propre à chacun. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous donner des exemples concrets tout à l'heure, des endroits où c'est encore intéressant d'investir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, la même pour tout le monde. Je vais rebondir un petit peu sur ce que disait Claire. Il faut vraiment faire du sur-mesure. C'est ce qui va le mieux marcher pour vous. Alors, les critères qui sont... Vous voyez tout ou vous ne voyez pas? Parce que j'ai l'impression que là, il y a un petit truc qui est ici. Je vais le mettre en bas. Voilà. Vous voyez mieux? On voit très bien, Karine. OK. Donc, les critères, il y a des critères qui sont objectifs, les critères macro. Alors, vous vous en doutez, le revenu fiscal, le taux de chômage, etc., etc. Mais surtout, les critères micro, c'est-à-dire le quartier. Claire disait à une rue près, je suis complètement d'accord. Moi, je vais regarder, même si je vends du neuf, je vais regarder aussi le prix d'achat au mètre carré des appartements anciens aux alentours. Parce que si vous achetez trop cher votre appartement, même si vous pensez le vendre dans 10, 15 ou 20 ans, vous ne le vendrez probablement pas au prix auquel vous avez envie de le vendre si vous l'avez acheté trop cher au départ. Donc, c'est important de regarder l'environnement et puis savoir comment le quartier va évoluer. Alors ça, je dirais que les vendeurs de base, ils peuvent regarder les plaquettes commerciales et éventuellement les briefs que peuvent faire les promoteurs. Mais il faut savoir aller au-delà, c'est-à-dire que quand on est un chasseur immobilier, on connaît les quartiers, mais on les sent. Moi, je passe du temps, je vais aller boire un petit café dans un café d'à côté, faire 2-3 courses pour sentir. Et puis, j'ai vécu dans les quartiers que je préconise. Donc, par exemple, là, moi, sur Nanterre, j'ai un ancien client qui m'a dit, Karine, j'ai trouvé un super truc, c'est à 10 minutes du centre-ville, 10 minutes du RER. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Alors, j'ai vécu longtemps à Nanterre, je connais très, très bien tout l'ouest parisien. Je lui dis, oui, sur le papier, c'est très, très bien. Le brief commercial, il est parfait. Mais en vrai, j'ai une ancienne cliente dont la maman habite à cet endroit-là. Ça s'appelle les Tours Zilina, en fait. Et Émilie, elle m'a appelée pour que je sorte sa maman de là, parce que le quartier se transforme vraiment pas dans le bon sens. La population qui est là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et il fallait lui trouver une solution. Et ça, aucune plaquette commerciale vous le dira. Aucun vendeur qui ne connaît pas le quartier sera capable de vous le dire. D'où l'importance vraiment de prioriser un chasseur qui connaît parfaitement le coin. Et réfléchir toujours au quartier, à la rue près. Ensuite, je n'arrive pas à faire défiler, hop, j'y arrive. Il y a les quartiers qui sont les quartiers liés à votre stratégie, à vous. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Quel est votre horizon de temps? Alors, c'est vrai que le prix, c'est un critère important, mais ce n'est pas le seul, parce que une bonne opération, c'est une opération qui va répondre à votre stratégie sur du long terme. Donc, même si vous avez prévu, par exemple, de faire une opération avec une défiscalisation et que dans votre tête, vous allez le revendre dans 10 ans, peut-être la vie fera que vous ne le revendrez pas dans 10 ans. Peut-être que ce sera dans 15 ans, peut-être que ce sera dans 20 ans. Et donc, moi, je vais poser les chiffres de manière très, très réaliste et raisonnable, d'où l'intérêt de la formation de gestion de patrimoine, pour savoir, en vrai, qu'est-ce que ça voudra dire pour vous si vous le gardez 15 ou 20 ans. Et c'est important de poser sa stratégie, de poser les chiffres avant de partir courir après les annonces. Surtout que les annonces, c'est vrai, dans l'ancien, on est en pénurie, mais dans le neuf, j'ai envie de dire encore plus. Donc, tout ce que vous pouvez voir sur les sites publics, quand vous êtes un particulier, que vous connectez soit au site du promoteur, soit sur les sites spécifiques qui regroupent les offres des promoteurs, c'est beaucoup de pubs. Ce n'est pas forcément le vrai stock qu'on vous montre. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur, Next City, habituellement, ils sortent à peu près, ou ils sortaient 3 programmes par semaine sur la France entière. Maintenant, ils n'en sortent plus qu'un programme. La Fédération des promoteurs nous dit que, grosso modo,
on est à moins 31% de stock disponible à la vente. Donc, vous voyez pas mal de choses sur les sites Internet, mais en vrai, il y a très peu de stock vraiment disponible. Tout ce qui est en dessous de 300, 350 000 en région parisienne, bien placé et à côté des transports, ça se vend en quelques heures, voire au maximum en quelques jours. Donc, bien poser sa stratégie, bien poser des chiffres, parce que si vous commencez par aller chercher des annonces, en fait, vous courez après du vent. Moi, j'ai accès à du vrai stock, puisque je suis chasseur, donc j'ai des conventions avec les promoteurs. J'irai chercher pour vous ce qui correspond vraiment à votre stratégie. Mais ces annonces-là, elles sont faites essentiellement pour vous donner envie. Vous cliquez dessus. Ça va servir aux vendeurs à se constituer un portefeuille client. Ça sert uniquement à ça. Et ensuite, quand il rentre quelque chose, il vous enverra de la pub sur ce qu'il a rentré, mais ça ne veut pas du tout dire que ça correspondra à vos critères. Donc, attention sur les critères par rapport à votre stratégie. Ne courez pas après les annonces. Et en fonction de ce que vous voulez en faire, c'est-à-dire soit pour habiter, soit pour louer, on ne va pas travailler de la même manière, on ne va pas aller rechercher les mêmes choses. Donc, pour habiter, j'ai l'habitude de dire à mes clients, allez-y, faites-moi la liste du Père Noël. Donc, un petit peu, comme disait Claire, l'étage, la orientation, l'emplacement, etc., etc. Et puis après, on va prioriser. Et là aussi, on va prioriser en fonction de votre budget, mais de vos critères. Et tout l'intérêt de passer par un être humain, c'est-à-dire par un chasseur spécialisé, c'est que je vais vous faire des propositions auxquelles probablement vous n'aviez jamais pensé, parce que vous ne connaissez pas aussi bien la zone géographique et vous ne connaissez pas aussi bien les quartiers. Donc, des fois, ça peut être surprenant. J'ai un de mes anciens clients qui il est de l'Est de la France, donc il est médecin, il voulait faire un achat plutôt qualitatif, il me parle de Nogent. Donc, on regarde ensemble, et puis on creuse, et il me parle de Maison Alfort. Moi, je lui trouve quelque chose à Créteil-Centreville. Créteil-Centreville, jamais il aurait coché la case Créteil-Centreville. Sauf que Créteil-Centreville, c'est tout petit, il ne faut pas aller à 3 rues près, il ne faut surtout pas y aller, mais à cet endroit-là, il y a déjà les transports, il y a 3 pôles hospitaliers à côté, donc il y a une demande locative avec des clients très qualitatifs, et le centre-ville est plutôt agréable. A contrario, le Maison Alfort, c'est une catastrophe. On était à 20 minutes du transport et on était au milieu des HLM. Donc, voilà. Moi, je vais vous guider pour prioriser par rapport à vos critères. Peut-être qu'il faudra s'éloigner un peu, mais je ne vous emmènerai pas n'importe où et surtout, je vous emmènerai dans des coins de manière beaucoup plus pertinente et intelligente qu'un ordinateur avec une intelligence artificielle derrière. Voilà. Je vous donne aussi des critères pour louer. Donc, on va être à peu près sur les mêmes critères, prix au mètre carré, quelle est la qualité de l'environnement, le loyer, le prix d'achat au mètre carré, etc., etc. Et puis, le budget. Je sais que vous voyez passer pas mal de choses sur YouTube pour dire qu'on peut acheter sans que ça coûte cher, l'immobilier pratiquement gratuit. Là aussi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, si c'était gratuit l'immobilier, moi, j'en achèterais tous les matins, si ça ne coûtait rien, si c'était facile. Tous les matins, moi, j'ai accès au stock, je me ferai plaisir. En vrai, je n'ai pas 350 appartements, j'en ai 4. Voilà. Mais je les ai choisis de manière rationnelle parce que je ne vais pas en faire la même chose, tous ces appartements-là, et puis je n'ai pas non plus le même budget. Donc, je vous ai mis sur le côté, grosso modo, quels étaient les mécanismes qui étaient potentiels, et je vous ai fait une sorte de hiérarchisation entre ce qui est le plus accessible, c'est-à-dire la résidence gérée, donc meublée, destinée en priorité aux étudiants, jusqu'au très haut de gamme, c'est-à-dire du Malraux et du monument historique. Vous dire combien ça coûte, ça va dépendre de votre schéma de financement, si vous avez de l'apport, si vous n'en avez pas, de la durée du prêt. Voilà, ça va dépendre aussi de combien de temps vous allez le garder, mais pour être schématique, la résidence, la première étape, ça va coûter à peu près 200 € par mois. Et puis, le très haut de gamme, ça peut vous coûter jusqu'à 2 000 € par mois. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse une vraie estimation, il n'y a pas de souci, vous m'appelez après, on pose des chiffres, on regarde et je vous guiderai. Mais de l'immobilier pour rien, pour zéro, c'est soit on a mal calibré le loyer, soit on a sous-estimé les charges, soit on n'a pas tenu compte de la fiscalité. Enfin, voilà. De l'immobilier pour zéro, ça n'existe pas. Donc, ensuite, les vérités qui sont bonnes à dire par rapport au rendement. Alors, c'est souvent un abus de langage. On parle souvent de rentabilité, mais en fait, la rentabilité, c'est le rendement qui intègre la plus ou moins value.
Donc, on va utiliser le bon terme qui est rendement pour loyer divisé par prix d'achat. Alors, si on est raisonnable, un appartement bien placé en région parisienne, son rendement net, c'est de 3 à 4% à peu près. Alors, vous voyez des annonces très, très sexy qui annoncent du 6 ou du 7%. Donc, là aussi, c'est fait pour que vous cliquiez dessus. Alors, en réalité, comment ils font pour avoir ce différentiel entre 6 et 7%? Ce n'est pas très compliqué. Ils vont annoncer des loyers qui vont être supérieurs au marché. Donc, ça veut dire que vous trouverez quand même des locataires, mais en vrai, votre locataire, dès qu'il trouvera autre chose, mieux, il partira. Donc, ça veut dire que vous allez devoir refaire un bail, ça a un prix. Vous allez devoir remettre un coup de peinture. Vous allez avoir des vacances locatives entre chaque locataire. Ça aussi, ça coûte cher. Et puis, surtout, il va falloir que vous intégriez les charges, donc les charges locatives, la fiscalité, etc., etc. Donc, quand on fait les choses raisonnablement, 3 à 4%, c'est bien. Je rappelle que le livret A, à partir du 1er février, il sera à 0,5%. Donc, voilà, ça reste encore tout à fait acceptable. Autre vérité bonne à dire, c'est la plus-value. À l'heure actuelle, on est en situation donc, de pénurie. Donc, ça veut dire que c'est le vendeur qui a la main, pas l'acheteur. Donc, pour trouver un appart avec un prix pas cher, ce n'est pas très, très compliqué. Il faut aller soit dans des zones qui ne sont pas très attractives, soit aller chercher des biens qui ont des défauts. Ça veut dire que si c'est pour faire de la location, il faut aussi savoir que ça représente un risque. Donc, vous n'aurez peut-être pas les meilleurs locataires, vous n'aurez peut-être pas des loyers régulièrement, vous aurez peut-être des soucis. Et donc, quelle est votre capacité financière et psychologique à supporter le risque? Moi, dans psychologie, j'ai des investisseurs qui sont des joueurs et j'ai des investisseurs qui sont des bons pères de famille. Voilà. Je ne vais pas leur proposer la même chose. Mais le bon père de famille qui va chercher de la plus-value, je vais l'emmener dans les endroits où c'est potentiellement possible. Il va repartir en courant, en vrai. Voilà. Et puis, on va passer un peu plus de temps sur ça, puisque la question, c'est où investir. Donc, on va essayer d'être le plus concret possible. C'est le Graal de tout investisseur, c'est le Grand Paris Express. Alors, le Grand Paris Express, je reviens dessus, voilà. Je vous ai mis la carte. Et puis, à droite, je vous ai mis les délais de livraison, les calendriers de mise en chantier. Ça va de 2020 à 2030. Mais il faut savoir que dans l'immobilier, 10 ans, c'est rien, mais vraiment rien en termes d'horizon de temps. Donc, on va prendre des exemples concrets. On va partir sur Champigny, puisqu'on le citait tout à l'heure, Champigny-sur-Marne, mais sur le plan, donc c'est sur la ligne 15, donc c'est en bas, un petit peu à droite. Est-ce que je peux vous l'entourer ici? Je ne sais pas si vous voyez avec mon curseur. C'est ici, Champigny-sur-Marne. C'est la ville à la mode quand on lit les magazines généralistes ou Investir, ou quand on a des articles sur Internet ou les blogs, quelle ville investir. Voilà. Ça fait partie des villes qu'on vous propose à peu près systématiquement parce que ce n'est pas très cher. Alors, ce n'est pas très cher, mais il y a une raison pour laquelle ce n'est pas très cher. C'est que la ville en elle-même, ce n'est pas une ville très riche. Donc, ça va dépendre de votre psychologie. Hein. Si vous voulez de l'investissement qualitatif, je ne vous emmènerai peut-être pas à Champigny. Je vous emmènerai probablement beaucoup plus dans une ville qui est à côté, qui s'appelle Villiers-sur-Marne, dont le revenu fiscal de référence global est vraiment plus élevé. Et quand vous vous promenez à Villiers-sur-Marne, ce n'est pas les mêmes magasins, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas la même clientèle. Et à Villiers-sur-Marne, il y a déjà le RER. On n'est pas obligé d'attendre. Parce que là, Champigny, le métro, il va arriver dans 4-5 ans. Ce n'est pas long, 4-5 ans. Mais pendant 4-5 ans, vous n'avez pas le métro. Vous faites comment si c'est pour faire du locatif? Voilà. Donc, voilà, vraiment, tout dépend de votre psychologie. Alors, la plus-value dans ces coins-là, quand on est en livraison d'ici 4 à 5 ans, il ne faut pas imaginer que vous allez en faire. C'est-à-dire que la plus-value potentielle, elle a déjà été intégrée dans le prix d'achat. Donc, on n'investit pas dans le Grand Paris pour de la plus-value. Vous pourrez peut-être en faire, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais en termes de stratégie, si vous voulez faire de la plus-value, c'est déjà trop tard à cet endroit-là. Il faut aller dans des coins soit beaucoup plus reculés, soit beaucoup plus risqués, on va dire, potentiellement. Mais ça a quand même un très gros intérêt d'acheter dans ces coins-là. C'est que, il y a quand même un peu plus de stock, parce qu'on ne peut pas tous investir à Clamart centre-ville, hein, il n'y a rien. Donc, voilà. Donc, il y a un peu plus de stock et les prix sont quand même plus abordables. Parce que quand on veut optimiser son investissement Pinel, l'idéal, c'est de rester aux alentours de 5 500 € du mètre carré.
5 500 € du mètre carré quand on est dans de la première couronne de Paris, ça commence à être vraiment difficile à trouver, vraiment très, très, très difficile à trouver, surtout si vous voulez une petite surface. Parce qu'au mètre carré, plus la surface est petite, plus ça coûte cher au mètre carré. Donc, là aussi, si vous voulez que je vous explique pourquoi est-ce qu'il faut rester à 5 500 € et pourquoi, quand vous êtes à 8 000, en fait, vous allez perdre potentiellement, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit mot, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, vous pouvez passer sur le site internet et j'ai fait un formulaire. Enfin, voilà, n'hésitez pas, je vous expliquerai. Là, on n'a que 15 minutes, c'est un peu court. Mais le Grand Paris, ça va servir à aller chercher justement des endroits un petit peu plus accessibles, ou en tout cas sur lesquels on peut faire un petit peu plus d'optimisation si on fait de la défiscalisation. Alors, je vais avancer sur d'autres villes pour vous donner d'autres idées. Donc, si on descend donc, tout le sud, donc Villejuif, Bagneux, bon, on parlait de Clamart, mais toutes ces villes-là sont très intéressantes, mais c'est vrai que si c'est pour faire un Pinel, ça commence à être vraiment élevé. Bon. Après, vous allez avoir, je parlais de Clamart tout à l'heure, qui était l'exemple. Moi, j'ai deux clients qui habitent Rouen, ils sont médecins, ils veulent aussi faire d'investissements plutôt qualitatifs. Ils sont copains, donc ils m'ont dit « Ah, on a trouvé un super truc à Clamart, bien, pas cher, c'est super, c'est ça qu'il nous faut, Karine, trouvez-nous quelque chose comme ça. » Ben, je les ai emmenés, je leur ai dit « Venez avec moi, je vais vous montrer ce que c'est que le Clamart pas cher qu'on vous a proposé. » Et le Clamart pas cher qu'on leur propose, c'est le petit Clamart. Alors, c'est pareil, un petit Colombe, petit Clamart, petit Nanterre, c'est la même chose. Grosso modo, c'est des HLM. Donc, quand on arrive avec en tête, je vais acheter du Clamart centre-ville et qu'on arrive au milieu des HLM, ben on repart en courant. Donc, moi, je leur ai trouvé une autre ville qui est Chaville, où il y a déjà du transport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre. C'est beaucoup moins cher que Clamart centre-ville, c'est très qualitatif. On est à 30 minutes de porte à porte de l'appart que je leur ai trouvé jusqu'à la Défense. Il y a 2 moyens de transport différents pour y accéder. Autour, il y a des forêts et en plus, le centre-ville est vraiment charmant. Donc, mais ça, ils n'auraient jamais coché Chaville s'ils avaient fait la recherche tout seuls, tout simplement. Voilà. Donc, on va continuer, on va remonter. On va remonter, quand on est supplément sur la gauche, on va remonter à Rueil. Là aussi, Rueil, moi je dis pourquoi pas, je connais très très bien, mais ce n'est pas du Rueil centre-ville qu'on vous propose là, c'est le haut de Rueil. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'OTAN, c'est une base de l'OTAN. Donc ils ont tout rasé, il y avait aussi un grand, c'était Renault, ils ont tout rasé et ils ont fait beaucoup de constructions neuves. Mais ce n'est pas du tout le Rueil centre-ville, c'est-à-dire qu'on est sur les hauteurs et le métro va arriver, mais il va arriver dans 10 ans. Alors, si c'est pour faire de l'habitation et que vous êtes en télétravail, moi, je dis très bien, on est à 8 000 € à peu près du mètre carré, c'est du 92, c'est à côté de la Défense, OK. Mais si c'est pour faire du locatif, pour l'instant, pour bouger de là-haut, c'est soit votre voiture, soit un vélo, soit du bus. Et ça va durer comme ça pendant 10 ans. Donc, pour trouver des locataires, je dis attention, hein, voilà, faut être un petit peu… Alors après, on va continuer, toujours pour remonter, on va passer par Nanterre. Alors Nanterre, la ville de rêve pour tous les investisseurs, tout le monde se précipite. C'est extrêmement bien Nanterre, j'ai un appartement à Nanterre. Donc, c'est extrêmement bien, mais il faut savoir que Nanterre, comme Saint-Ouen, c'est des villes un peu particulières où les villes bloquent l'accès au stock pendant à peu près 15 jours pour les gens qui habitent déjà à Nanterre ou qui travaillent à Nanterre. Et comme ça se vend en quelques heures, tout ce qui est en dessous de 350 000 à Nanterre, ça se vend en quelques heures. On a des listes d'attente en réalité. C'est la même chose sur nos Saint-Ouen, hein, c'est pareil. Comme ça se vend extrêmement, extrêmement vite, en réalité, vous, si vous n'habitez pas à Nanterre ou vous ne travaillez pas à Nanterre, vous n'aurez jamais accès au stock. Alors, les vendeurs vous parlent des retours de l'eau. C'est vraiment tout le monde adore le retour de l'eau. C'est merveilleux, le retour de l'eau. Très, très souvent, c'est du faux retour de l'eau. C'est-à-dire que soit en vrai, il n'est pas si bien situé que ça. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de Nanterre à côté des Tours Zivina. OK, Nanterre, c'est bien, mais à cet endroit-là, il ne faut pas y aller. Soit c'est un truc où on ne vous le dit pas sur la plaquette commerciale, mais dans 3 ans, ils vont construire un énorme immeuble en face qui va faire 20 mètres de haut. Et ça, c'est marqué ni sur la plaquette, ni sur le brief promoteur. Il faut connaître le quartier pour le savoir. Karine ? Ouais, je finis. Voilà. Ouais, je te préviens juste qu'il te reste 2 minutes, si tu veux bien. D'accord. Tu m'avais demandé d'être concrète. Ouais. Avec des vrais exemples. C'est super, hein. Merci. Je continue 2 minutes. Donc, il y a aussi des villes, par exemple, comme Clichy, c'est super sur le papier.
il y a des endroits, ça sent mauvais, vraiment, parce que vous avez une usine de retraitement. Là aussi, c'est rarement marqué sur la plaquette, vous voyez. Mais quand vous connaissez le coin et vous savez que à cet endroit-là, c'est peut-être pas idéal. Donc, il y a tout ça, il faut le savoir, et c'est pour ça qu'il faut. C'est pas parce que c'est la région parisienne que c'est bien, et c'est pas parce que on vous annonce une ville qui a l'air sympa que c'est bien. Faut vraiment réfléchir micro-zonant. Et je vais remonter très très vite pour finir les 2 minutes sur les Grésillons, par exemple, qui est Asnières, ou sur Saint-Denis. Là aussi, c'est des coins que je connais où j'ai habité. J'habite à l'heure actuelle à Asnières et j'ai habité à Saint-Denis pendant 4 ans. Là aussi, c'est des coins qui peuvent être intéressants, notamment les Grésillons, parce que le métro va arriver, mais pour l'instant, il y a déjà un transport, il y a déjà du RER. Donc, on n'est pas dans la situation des Hauts-de-Rueil où il n'y a rien. Là, il y a déjà un RER, donc ça peut être intéressant. Le quartier est en train de se transformer et il est moins cher que Clichy, alors que le centre-ville de Asnières, franchement, est vraiment plus qualitatif, plus agréable que le centre-ville de Clichy. C'est mon point de vue à moi, mais je n'impose pas à mes clients, je les emmène avec moi, je leur montre, je leur dis voilà, je vous fais des propositions et vous venez, puis on choisira en fonction de vos critères à vous. Mais je sais que si je les emmène dans ce coin-là, ils auront potentiellement un appartement où il y a déjà c'est intéressant pour acheter, c'est intéressant pour vivre, voilà. Et il y a potentiellement j'avance plus vite sur Saint-Denis. Saint-Denis, c'est un peu le souci, c'est il n'y a rien. Saint-Denis-Pleyel, l'offre est extrêmement, ça part en quelques heures, c'est pareil, j'ai pas grande chose. Et puis je voulais finir sur l'ouest, sur l'est parisien, c'est-à-dire sur le 93, qui est souvent moins demandé par les investisseurs. Et pour le coup, il y a des villes qui sont beaucoup plus intéressantes, c'est-à-dire que des villes comme Villemomble, le Raincy, c'est des villes, j'ai travaillé dans ces villes-là, la clientèle qui est là, c'est une clientèle très, très qualitative, et même si c'est du 93, c'est beaucoup plus qualitatif que du petit Nanterre, du petit Clamart ou du petit Colombes. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut du qualitatif, je l'emmènerai plutôt à Villemomble ou au Raincy qu'au petit Clamart, clairement. C'est à l'opposé. Voilà pour faire simple. Je finis sur l'offre en Ile-de-France, on l'a vu rapidement. Et les avantages pour mes clients de passer par moi, je vais répondre à une de tes questions. Et bien, quand ils passent par moi, en fait, il n'y a pas de surcoût. C'est-à-dire que moi, je suis payée en réalité par le promoteur parce que dans le neuf, c'est le salaire du vendeur est déjà inclus. Donc, que ce soit moi ou que ce soit un vendeur de base, en fait, quand vous achetez un appartement neuf, vous payez déjà le vendeur. Donc, n'hésitez pas à passer par moi parce que je ne vous coûterai pas plus cher. Mais par contre, je ne vous dirai pas n'importe quoi. On posera les chiffres sérieusement et on réfléchira sérieusement à votre stratégie. Et je ne vous emmène que dans des endroits que je connais. Et je peux poser une question pour embrayer. Tu dis que tu es gratuite pour le client et que tu es payée par le promoteur. Ils ne peuvent pas les commercialiser tout seuls, les promoteurs? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de prévoir ça? Pourquoi ils ne le font pas? Et pourquoi est-ce qu'ils te payent toi? Parce qu'ils sont gentils. Parce qu'en fait, ils ont besoin, pour pouvoir lancer la commercialisation, enfin pour pouvoir lancer vraiment un chantier, ils ont besoin d'avoir une garantie financière qui s'appelle une GFA. Et pour avoir la GFA, il faut vendre un certain nombre d'appartements, un certain pourcentage dans un délai limité. Donc, passer par moi, ça leur permet, ou des gens comme moi, ça leur permet de l'atteindre plus vite. Alors, en vrai, des gens comme moi avec la formation de gestion de patrimoine derrière, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, voilà. Donc, ils ont leur vendeur interne et ils utilisent aussi des vendeurs externes. Et puis aussi, quand un programme neuf sort, il faut savoir que derrière, il y a 2 à 3 ans de boulot derrière, de préparation, de recherche du terrain, de négociation, de montage avec la mairie, de montage juridique, de montage financier. Enfin, c'est très, très long de sortir un programme, en fait. Et c'est vraiment ils ne maîtrisent pas tous les délais, notamment toutes les autorisations administratives. Donc, des fois, ils sortent des programmes, ils en ont plusieurs en même temps, alors que finalement, ils ont des équipes internes réduites. Donc, c'est embêtant. Et puis, des fois, c'est intéressant pour eux d'avoir des gens externes pour compléter leur équipe. Ou alors, très clairement, des fois, ils n'ont rien. Et c'est plutôt ça qu'ils vivent ces temps-ci, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à vendre. Et donc, s'ils ont beaucoup d'équipes en interne, ça leur coûte très cher parce qu'il faut les payer. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de promoteurs qui ont des difficultés à sortir des nouveaux programmes maintenant. Parce que pendant le confinement, en tout cas l'année dernière, ils ont eu quelque chose comme 3-4 mois où ils avaient 0 activité, mais où il a fallu qu'ils payent toutes leurs équipes, toutes les charges fixes, tous les salaires. Donc, passer par des gens comme moi, ça donne de la flexibilité et c'est particulièrement important pour eux à l'heure actuelle parce que justement, en termes de trésorerie, c'est compliqué.
D'accord. Merci beaucoup, Karine. Merci, Claire. On a quelques questions, hein. On va essayer de se tenir au timing, donc une dizaine de minutes de questions-réponses. Il y en a quelques-unes qui sont déjà posées. Par exemple, pour commencer, Claire, une question pour toi. Ouais. On te demande si Houille ou l'Ouest parisien côté Houille est dans ta zone. C'est une double question, première chose. Et sinon, est-ce que tu t'orientes vers des confrères? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que tu es vraiment gratuite si jamais tu ne trouves pas? Et est-ce que donc tu es payante que si tu trouves, si la mission aboutit? Qu'est-ce que tu peux nous dire à Isabelle? À Isabelle, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez préciser votre question et à activer votre micro. Alors, en effet, moi je travaille sur Paris et région parisienne, donc c'est vrai que là, dans la présentation, on s'est un peu plus laissé du lest entre Karine et moi pour chacune parler d'une zone plus particulièrement, mais je travaille également sur la petite couronne, enfin sur la région parisienne, mais plus particulièrement dans l'ancien. Donc oui, je peux tout à fait intervenir, mais si par exemple, ce qui peut arriver souvent avec des investisseurs qui cherchent ce fameux rendement qu'on ne peut pas forcément leur offrir en région parisienne, j'ai une recherche à faire ou qui me demande, typiquement Angers, Limoges, etc. Oui, j'ai un réseau de chasseurs confrères, puisque je fais partie de la Fédération des chasseurs immobiliers. On est une cinquantaine en France et du coup, ça garantit une certaine bonne pratique qui, et j'en viens à la deuxième question, fait évidemment respecter la loi, qui est de ne pas facturer quoi que ce soit avant la signature de l'acte définitif chez le notaire. Il n'y a pas un petit mandat de recherche quand même ou quelque chose Alors évidemment qu'on ne travaille que sous mandat de recherche, donc c'est ça qu'on va contractualiser avec le client. Donc on définit les critères dans le cadre de ce mandat, et c'est là où on écrit noir sur blanc que, étant soumis à la loi Hoguet, donc la même que celle des agents immobiliers, quand vous achetez par l'intermédiaire d'un agent immobilier, vous ne payez pas les frais d'agence tant que vous n'êtes pas chez le notaire. Et bien là, c'est la même chose. Et Isabelle semblait demander si tu travaillais en exclusivité ou si, comme les agents immobiliers où il y a le choix entre exclusivité ou partage, comment Alors ça oui, se passe chez les chasseurs? Excellente question. Alors souvent, quand un client vient nous voir, il nous pose cette question-là et il a évidemment une zone de recherche très spécifique. Et s'il fait appel à 3 chasseurs, en se disant peut-être qu'il y en a un qui ne va pas voir telle opportunité, donc j'en mets 2 ou 3 sur l'affaire, on va être 2 ou 3 à lui présenter les mêmes biens. Parce que ces critères seront les mêmes auprès de nous 3, chacun de nous 3. Donc, lui, il va perdre du temps, il va perdre de la crédibilité et nous aussi. Parce que quand on va aller voir un vendeur en lui disant « je viens visiter pour Monsieur Tartampion », ah il a déjà fait 3 visites ou voilà, ça ne sert à rien. Ensuite, dans la négociation, ça va être attendez, il nous a fait perdre du temps. On a fait 3 visites avec 3 chasseurs différents. C'est gentil, mais je n'ai pas que ça à faire que de faire visiter mon appartement. Est-ce que les gens croient que les chasseurs peuvent avoir accès à des marchés cachés Alors, oui, c'est vrai et faux. Karine le disait à très juste titre, les annonces qui sont en ligne, c'est déjà trop tard. C'est de la communication faite par les agences pour générer de l'appel entrant de candidats acquéreurs pour constituer un fichier acquéreur qu'ils vont appeler dès qu'ils ont un mandat qui rentre. Nous, notre boulot avec Karine, c'est de créer les opportunités, pas de les attendre. Donc, on va aller chercher ce fameux off-market. Et ça, c'est tout l'objet de nos réseaux personnels et professionnels qu'on étoffe. Et c'est là qu'on fait chacun la différence. Oui, évidemment qu'on va aller sur le bon coin, se loger, etc. Alors, en gagnant du temps parce qu'on a des outils professionnels, mais on ne va pas ne faire que répondre aux annonces. Ça ne sert à rien, c'est trop tard. Super, merci beaucoup. J'espère qu'elles ont bien répondu, Isabelle, oui, n'hésitez pas, que Claire a bien répondu. Sinon, n'hésitez pas à engager une conversation avec elle après. On a une question pour Madame Irma. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Une question d'Anna. Est-ce qu'il y a une baisse des prix à prévoir, notamment liée à la crise sanitaire? Quelle est votre boule de cristal? Karine. Karine voudrait s'exprimer, vas-y. Moi, parce que moi, je sais tout ce qui va se passer dans les 3 ans à venir, voire dans les 5 ans à venir, donc aucun souci. Oui, il y a une baisse sur des zones particulières. Donc, il y a eu un report, en fait, sur
Mais finalement, les gens ne sont pas allés si loin que ça. Ils sont restés quand même assez raisonnables. C'est-à-dire qu'on est resté sur des endroits où il y a des transports et où l'immobilier est correct. C'est-à-dire que vraiment, par contre, les gens veulent de l'immobilier correct et ils ont raison. Donc, la baisse, elle va avoir lieu clairement sur l'immobilier avec des défauts, l'immobilier mal situé, l'immobilier, c'est vraiment, vraiment des trucs pas terribles. Là, oui, il y a une baisse. Mais sinon, il n'y a aucune raison qu'il y ait une baisse parce qu'on est en pénurie, en tout cas en région parisienne. Hein, je ne parle pas du centre de Bretagne d'où je viens, où là, ça va, je peux vous trouver du stock. Hein. Mais en première couronne, à côté d'un transport, un appartement qualitatif, là, j'ai de la demande, mais autant comme autant. Donc, parce qu'il faut vous dire que des gens qui ont encore de l'argent et ou une capacité à emprunter, il y en a encore et il y en a encore beaucoup. Et pour l'instant, les alternatives, elles ne sont pas énormes. Donc, la baisse, pas maintenant, en tout cas, pas sur du qualitatif, mais sur des trucs tout pourris, oui. Oui, allez. Alors, je voudrais compléter également, l'acquéreur se sent quand même en force parce que là où il y avait sur un 90 mètres carrés dans le 15e, 2 appartements à visiter en une journée, aujourd'hui, il en a 4. Donc, pour un même prix, il prendra le plus grand. Ou sinon, s'il y en a un qui l'intéresse vraiment parce qu'il a une différence de localisation, en effet d'état ou de je ne sais quoi, il essaiera plus de négocier parce que en fonction évidemment de la qualité de son financement, parce que les financements, certes, il y a des gens qui ont de l'argent, mais ça reste un élément très regardé par le vendeur parce qu'une vente qui saute, il peut plus. Aujourd'hui, le vendeur, il est pressé de vendre, l'acquéreur le sait et du coup, chacun regardera et saura que la qualité du dossier de financement est primordiale. Sur le même. Karine. Je voudrais compléter, je vais laisser Claire après répondre sur la bulle immobilière dans Paris, puisque c'est un peu plus spécifique, mais moi, j'ai refusé un mandat de vente d'une de mes copines qui voulait vendre. Elle a une maison à Nanterre, parce que n'imaginez pas qu'en passant par le particulier, vous aurez des meilleurs prix. En fait, en général, le particulier n'a aucune notion des prix du marché. En tout cas, quand il vend son bébé, il vend sa maison, son appart. Et on lui dit, tout le monde lui dit que les prix touchent le ciel, donc il y croit. C'est-à-dire que c'est les pires négociateurs au monde, les particuliers, quand on est en direct avec eux. Moi, j'étais obligée de lui faire une analyse du marché en juin, j'en ai fait une autre en septembre, je lui ai fait une quinzaine de lignes, 25 lignes comparatives avec tout ce qui était à vendre, mais avec tous les critères, les prix. Enfin, j'ai fait un énorme boulot pour lui expliquer que le prix de son appartement, c'était 700, 720, pas plus. Elle n'a jamais voulu l'entendre parce elle pense qu'elle, son appart, ça vaut 800 000. Voilà. Et donc, ça ne vaut pas 800 000. Mais dans sa tête, elle veut maximiser au maximum le prix. Et elle pense que c'est possible, qu'elle va trouver le vendeur idéal, fantastique et merveilleux parce que c'est une maison à Nanterre. Voilà. Mais ça ne touche pas le ciel, les prix. À un moment donné, il faut rester raisonnable. Et les particuliers ont tendance à ne pas être raisonnables. Et alors, la bulle… Pardon. Non, excuse-moi. On s'emballe avec Karine. Oui, c'est là où toute la subtilité de la négociation, la perception du prix du vendeur et celle de l'acquéreur et nous, intermédiaires, surtout évidemment dans l'ancien, est primordiale pour qu'en fait, on revienne à une réalité du marché. Et dans l'ancien, justement, pour enchaîner sur la question de Guillaume, la bulle, vous imaginez qu'un jour, Paris va s'effondrer parce qu'elle est dans une bulle déconnectée des réalités? Tu as un avis là-dessus, Claire, dans l'ancien, pour Paris? J'ai envie de faire référence à Madame Irma dont tu parlais tout à l'heure. Quand je rencontre mes clients, j'ai vraiment tous les échos. C'est pour ça que moi, techniquement, je préfère globalement accompagner des personnes qui cherchent leur résidence principale parce que s'il y a un besoin de quelqu'un à un instant T qui cherche à payer le bon prix à ce moment-là, j'ai quand même des prospects qui ont souhaité, qui avaient le budget pour acheter la pièce en plus et qui finalement, alors je reprends le contexte, en fait, ils étaient locataires de leur appartement, le propriétaire leur donne congé pour vente, et ils disent, est-ce qu'on achète ou comme on a le budget un peu supérieur, on achète une pièce en plus. Et justement, ils ont acheté le bien qu'ils occupaient alors qu'il était trop petit parce qu'ils avaient peur de cette bulle immobilière. Donc, et d'autres auraient osé. Ça,
J'ai envie de dire un peu comme souvent la réponse en gestion de patrimoine, ça dépend. Oui. Ça On dépend. imagine que on va prendre une dernière question peut-être. Si Michael est toujours là, Michael, vous pouvez la poser votre question oralement peut-être? Oui, bonjour à tous. Je voulais connaître votre avis sur le crowdfunding immobilier. On voit beaucoup de plateformes là, se lancer, type Homunity ou tout ça. Voilà, juste un petit avis dessus, parce que c'est vrai qu'ils promettent aussi des rendements assez, assez importants. Donc, vu de loin comme ça paraît assez idéal, mais j'imagine que c'est comme tout, rien n'est super intéressant, sinon tout le monde le ferait. Je ne sais pas si l'une ou l'autre a un avis là-dessus. Si vous êtes déjà confronté à ça, si vos clients vous mettent en concurrence avec d'autres canaux. Alors, je vais peut-être prendre la parole. Moi, j'ai aucun client qui m'en ait parlé. Ensuite, j'ai deux réflexes. Quel est le sous-jacent? Dans quoi on investit? Et si l'objectif est de mutualiser le risque, les SCPI existent déjà depuis des années, sont complètement calibrés par les autorités de tutelle. Pourquoi créer du neuf avec quelque chose qui existe déjà? Mais là encore, je n'ai pas vraiment étudié la question. Pareil, je n'ai pas de recul. Mes clients, pour l'instant, sont plutôt des gens qui préfèrent maîtriser leur achat et donc le faire eux-mêmes. En réalité, comme à l'heure actuelle, on peut encore emprunter. En tout cas, eux, ils ont le profil pour pouvoir encore emprunter. Ils ont tout intérêt à emprunter un bien qui leur correspond vraiment à eux, le maîtriser, le gérer correctement, en faire ce qu'ils veulent eux, plutôt que d'aller sur des schémas collaboratifs. C'est d'ailleurs un peu le souci des SCPI aussi. Clairement, c'est un support d'investissement qui peut être intéressant. Mais là, à l'heure actuelle, les rendements vont baisser. Mais ça, on le savait depuis très, très longtemps, parce qu'il faut savoir que quand on est dans une SCPI, ils doivent réinvestir la trésorerie. Ils ne peuvent garder qu'une enveloppe de trésorerie assez faible, c'est aux alentours de 10%, grosso modo, en fonction des schémas. Et donc, il faut qu'ils réinvestissent. Et donc, ils ont réinvesti sur les 2 années passées sur de l'immobilier qui était très haut. Et on le savait, et on le sait tous quand on est du métier. Donc, à un moment donné, ils ont continué à sortir du rendement assez correct parce qu'ils avaient de la trésorerie, mais ils n'en ont plus. En tout cas, ils avaient de la marge, mais ils n'en ont plus. Et là, ils se retrouvent avec des achats qui ont été faits très haut et de l'immobilier, notamment tous ceux qui ont investi dans… Alors, il y a plein de SCI, des thématiques, des régionales, etc., mais ceux qui ont investi dans tout ce qui était immobilier centre-ville, immobilier professionnel centre-ville, ils souffrent énormément. Et alors, ils font les beaux à la télé, mais en vrai, ils ont vraiment des grosses difficultés parce qu'il y a beaucoup moins de rentrées. Et en plus, ils ont acheté très, très cher sur les années précédentes. Voilà. Et moi, mes clients, quand ils viennent me voir, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de SCPI, parce que quand vous avez des petits tickets d'entrée, ça peut être une manière de commencer à faire l'immobilier. Mais dès qu'on commence à avoir un peu d'argent pour emprunter, ou le profil pour emprunter, on fait son immobilier soi-même qu'on maîtrise. Super, merci beaucoup toutes les deux. On est millimétrés, il est 14h06. Donc, l'objectif de ces réunions qui ont un format entre midi et 2, c'est de pouvoir prendre ça sur la pause déjeuner, de ne pas entamer trop nos journées. Peut-être qu'on repassera en soirée dès qu'on pourra se revoir en présentiel. En tout cas, c'est un format sur lequel on a des bons retours, donc on va continuer comme ça. Un immense merci. Merci à vous tous. On était 58 au plus haut de la réunion. Je vous rappelle la date, prenez note de la date de la prochaine, qui sera également, je pense, très intéressante. Donc, on a dit le mardi 23 mars, toujours sur le même créneau horaire. Et en digital. Et en digital, sur le sujet de la transformation de métier d'agent immobilier avec le boom des réseaux de mandataires, animé par Christine Cadreau, directrice générale de propriétéprivée.com et promo 2000 de l'ESCA, et Frédéric Bourrelli, promo 86, qui a monté Mon Chasseur Immo. Et qui fait partie de la Fédération des chasseurs immobiliers, lui aussi. Ah, tu le connais? D'accord. Eh bien, écoutez… Je ne savais pas qu'il avait fait l'ESCA, mais… Merci à tous. J'ai une petite question, excusez-moi, ça fait la deuxième fois que je suis arrivée un petit peu en retard. Est-ce qu'il y a moyen de revoir l'enregistrement ou pas? Oui, absolument, Delphine. Ah, super. Si tu veux. J'ai enregistré et vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube ESCA Alumni.
Super. Bon, ben, merci beaucoup. Super. Donc, j'en profite, puisque j'ai la parole, juste pour vous dire à ceux qui sont encore là que vous allez recevoir un petit questionnaire. Donc, si vous pouvez prendre 2 secondes pour y répondre et puis nous mettre vos suggestions. Il y a une question ouverte, n'hésitez pas. Très bien. Donc là, le format officiel et le cœur de la réunion est terminé. N'hésitez pas à rester, allumer vos caméras si vous voulez échanger